Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, Quart d'heure de célébrité de Jérôme Bourdon. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Jérôme Bourdon et nous passerons au vif du sujet. Alors, Jérôme Bourdon, vous êtes historien et sociologue des médias, responsable du département de communication à l'université de Tel Aviv depuis 1997. Vous vous intéressez notamment à la couverture du conflit israélo-palestinien dans les médias occidentaux. Et vous êtes notamment l'auteur, et c'est pour ça que nous vous recevons, d'un livre qui s'appelle « Le récit impossible, le conflit israélo-palestinien et les médias », qui est sorti en 2009 aux éditions de Book. C'est comme ça qu'il faut dire ? De Book. De Book. Book et INA, coédité avec l'INA. Coédité avec l'INA. Très bien. Alors, passons directement à la première question. Pourquoi avoir intitulé ce livre « Le récit impossible » ? C'est dû un peu à l'expérience de me trouver un peu entre deux mondes. En Israël, donc depuis 1997, mais voyageant beaucoup en France et fréquentant des mondes juifs, non-juifs, français, israéliens, un petit peu le monde arabe, et le sentiment que c'était impossible pour un journaliste aujourd'hui de s'adresser à tous ces publics ensemble et de produire un récit qui soit acceptable par tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas une position postmoderne, ça ne veut pas dire que c'est impossible de raconter de façon factuelle et précise l'histoire du conflit israélo-palestinien. Je pense que c'est au contraire un conflit sur lequel nous sommes extrêmement informés, et si on accepte de lire suffisamment de sources, on est bien informé. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi sur ce point, mais je pense que les journalistes font un travail énorme sur ce conflit. On peut apprendre beaucoup de choses. Ce qui n'est pas possible, c'est de s'adresser à des gens qui sont passionnés par ce conflit d'un bord ou de l'autre, et de leur dire, je vais vous donner les faits. Immédiatement, on est interrompu sur il ne faut pas appeler l'esclavage des mosquées. L'esclavage des mosquées, ça n'est que le nom du temple, c'est aussi le nom du temple. Il ne faut pas dire que le conflit commence en 67, il commence en 48. Non, il commence à la fin du 19e, etc. etc. Le mur de séparation... Le mur de séparation, c'est pas un mur, c'est une barrière. Une barrière de sécurité. Une barrière de sécurité, etc. etc. Et chaque mot doit produire une glose. Ce qui fait que c'est une guerre des mots. C'est une guerre des mots, une guerre des phrases, une guerre des formules. Et c'est clair que ça joue un rôle très important pour les acteurs du conflit, notamment les acteurs à distance. Et ça, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que cette passion pour le récit, elle est forte en Israël, mais en Israël et dans les territoires occupés, on est préoccupé d'abord des faits. Et je dirais plus encore dans les territoires occupés, parce qu'on a moins le temps de s'occuper du récit, parce qu'on est plus dans une urgence quotidienne, due à l'occupation israélienne. Là aussi, immédiatement, on va dire, ça n'est dû qu'à l'occupation israélienne. Non, ce n'est pas que ça, mais c'est très largement le problème des Palestiniens aujourd'hui, évidemment. Mais par contre, à distance, et là c'est central, à distance, les publics qu'on peut dire diasporiques ou militants, juifs, arabo-musulmans, se passionnent pour le récit, parce qu'ils vivent moins le conflit dans l'urgence, et donc ils ont envie de défendre quelque chose, et je pense fondamentalement que ça tient aussi à leur identité. Qu'être juif aujourd'hui, en France notamment, c'est se définir par rapport à l'image d'Israël, c'est vivre cette image comme quelque chose d'essentiel, c'est allumer la télé en se disant, au fond, est-ce que je suis accepté dans la nation ? Je pense qu'être arabe, musulman en France, c'est aussi se dire, quelle est aujourd'hui l'image du monde auquel j'appartiens, pas seulement des Palestiniens, ça déborde de beaucoup. Et donc la couverture du conflit israélo-palestinien devient aussi une question d'identité pour beaucoup de gens qui lisent ce récit ou qui essayent de le lire. Et c'est pour ça que ça rend la production de ce récit extrêmement difficile. Alors, il y a une nuance entre extrêmement difficile et impossible. Vous dites carrément... Impossible au niveau journalistique. Au niveau journalistique, je ne dis pas que pour un historien qui travaille calmement, avec le recul, c'est pas facile, mais c'est certainement plus possible. Pour un journaliste aujourd'hui, si on demande aux journalistes, ça n'est pas qu'une question française, si on demande à, je sais pas, le rédacteur en chef d'un grand journal américain, qui était cité dans une table ronde, il a dit c'est le sujet sur lequel nous sommes le plus surveillés, même sur la question de l'avortement, qui est centrale et très sensible aux États-Unis, comme vous savez, du côté d'une droite fondamentaliste qui s'oppose à toute forme d'IVG. Elle dit même sur la question de l'avortement, qui est extrêmement sensible, on n'a pas une telle réactivité des publics, au point que lorsqu'on fait des articles aujourd'hui, on tient un compte de victimisation, on s'assure qu'on a à peu près le même nombre de victimes sur la semaine de chaque côté pour ne pas être pris en défaut. On pratique la double dénomination, on dit ce mur que certains appellent une barrière ou cette barrière que certains appellent un mur, etc. etc. On fait très attention. Alors c'est pas aussi on produit du récit quand même, c'est un peu radical, c'est un peu, comment dire, exagéré pour donner un titre plus fort, mais néanmoins, un journaliste aujourd'hui peut dire c'est le sujet sur lequel j'ai plus de mal à travailler. Alors sur plein d'autres sujets, le public est intéressé, mais au fond, un correspondant de la presse qui était en Israël pour
pour Libération longtemps et qui après est passé à Londres, Christophe Boltanski m'a dit, aujourd'hui j'écris, il m'a dit ça il y a Londres il y a quelques années, j'écris sur la reine d'Angleterre, que c'est une prostituée, qu'elle a un passé épouvantable, etc. Il m'a dit tout le monde s'en fiche, enfin en exagérant, il a dit il n'y a pas d'enjeu affectif, identitaire. J'écrivais sur Israël-Palestine, ça n'a rien à voir au niveau de réactivité. En ce sens-là, on peut parler de récit impossible. Alors, bon, puisqu'on a parlé de camp, allons-y. Même si ça nous sera peut-être reproché, enfin, si ça me sera reproché, le camp pro-palestinien dit que les médias sont outrancièrement pro-israéliens, notamment les médias français, tandis que le camp pro-israélien dit que les médias français notamment sont outrancièrement pro-palestiniens. Alors, qu'en est-il en réalité ? Alors, en réalité, c'est très difficile de déterminer si des médias sont pro-israéliens ou pro-palestiniens. C'est très compliqué à mesurer. Ça paraît très simple, parce qu'en général, on réagit à la dernière image qu'on a vue, au dernier reportage. On dit c'est scandaleux. Hier, on a dit il y a eu un attentat suicide. Enfin, pour prendre, ça n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui, mais il y a eu un attentat suicide palestinien, qui a fait beaucoup de morts, etc. Immédiatement, la réaction dira mais il faut expliquer que c'est à cause de l'occupation, donc c'est pro-israélien, etc., etc. On peut d'un jour à l'autre trouver des indications pro-israéliennes, pro-palestiniennes. C'est beaucoup plus compliqué d'affirmer sur la longue durée. Et d'ailleurs, quelle est la bonne durée? C'est sur une semaine qu'il faut être équilibré ou sur un mois? C'est dans un journal ou c'est dans plusieurs journaux, dans plusieurs organes de presse, plusieurs médias? C'est très difficile. Cela dit, lorsqu'on fait ce genre de travail, et là il faut un peu quantifier, je précise que je ne l'ai pas fait moi, j'ai juste lu beaucoup de travaux qui ont été faits par différents chercheurs. On peut comparer, peut-être pas, on ne peut pas dire de façon absolue, on peut dire de façon relative que les médias européens sont beaucoup plus pro-palestiniens ou beaucoup moins pro-israéliens que les médias américains, ça c'est vrai à toutes les époques. Et on peut dire que Libé est plus pro-palestinien que Le Monde, qui est plus pro-palestinien que Le Figaro, ou moins pro-israélien, là aussi. Mais on peut comparer les médias entre eux. Ça, c'est une première chose. Il faut le faire, parce que ça permet quand même de dire des choses intéressantes. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'à certaines périodes, en effet, on a le sentiment que les médias français ont plus d'empathie pour la souffrance palestinienne. Je préfère dire ça comme ça, plutôt dire pro-palestinien. Je justifie pas forcément tout le temps les Palestiniens, mais ils se penchent sur la souffrance palestinienne de façon plus attentive, en la racontant de façon plus fréquente. Immédiatement, le pro-palestinien dira, mais les Palestiniens souffrent plus. Et c'est vrai qu'en nombre de morts, de maisons détruites, c'est incontestable. Donc est-ce que c'est être pro-palestinien? Je ne sais pas, mais on peut dire ça. On peut dire qu'il y a, depuis 67, c'est très important, parce qu'avant 67, c'était très différent. Depuis la guerre des 6 jours, progressivement, par étapes, on voit les médias français tourner leur regard vers les territoires occupés, se préoccuper de la souffrance palestinienne, ce qui, de façon implicite et quelquefois explicite, apporte une justification à la lutte des Palestiniens. Alors je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est très intéressant. Est-ce que c'est un signe de plus que les médias suivent, comme souvent en France, le pouvoir politique? C'est-à-dire que là, 67, en gros, c'est depuis que De Gaulle a fait sa fameuse déclaration, et sachant qu'il était plutôt pro-israélien avant. Donc est-ce qu'il y a eu un suivisme? On pourrait noter suivisme également dans la guerre d'Irak, mais même si c'est autre chose, où les médias étaient favorables à la guerre d'Irak en 91, alors que le pouvoir français l'était aussi, et défavorables en 2003, alors que les pouvoirs français étaient défavorables. Je vais répondre à votre question, mais d'abord quand même un commentaire supplémentaire sur cette question de l'évaluation. Est-ce que les médias sont pro-israéliens, pro-palestiniens? C'est compliqué parce que qu'est-ce qu'il faut prendre aussi? Les reportages, les éditoriaux ou tout le reste? Parce que la culture israélienne fait l'objet d'une couverture massive, notamment récemment au Salon du Livre. Et ça, au total, ça donne une image d'Israël plutôt favorable. Donc si on prend ça en compte aussi, là aussi j'essaie d'exprès de me glisser dans la peau de mes différents interlocuteurs, parce que j'ai fait une longue enquête. Si on prend ça en compte aussi, ça devient compliqué d'affirmer que les médias français seraient plutôt pro-palestiniens, parce que ça témoigne d'un intérêt, d'une empathie pour le monde israélien aussi, de toute façon. Bref, c'est bien compliqué. Cela dit, pour répondre à votre question, est-ce que les médias français seraient suivistes par rapport au pouvoir sur cette affaire? En tout cas, je ne le crois pas. On peut dire avant 67, oui, notamment la télévision, qui est très dans l'orbite du pouvoir, très directement. On voit une télévision très pro-israélienne, et il est évident qu'il y avait une ligne quasiment directe avec le ministère des Affaires étrangères, notamment un certain moment. Et donc là, oui, à ce moment-là. Après, je pense que les médias européens dans leur ensemble, et les opinions publiques européennes, progressivement, à la période de 67, on le voit très bien dans les sondages, deviennent moins pro-israéliennes qu'elles l'étaient. Elles étaient massivement, encore en 66-67, et deviennent de plus en plus pro-palestiniennes. Avec des retours en arrière, notamment après, ça a bougé récemment, disons jusqu'à 2003-2004, de façon très claire, on voit ce phénomène. Je ne pense pas que ça soit du suivisme par rapport au pouvoir politique.
Regardez, récemment, Nicolas Sarkozy a adopté une diplomatie très clairement pro-israélienne, y compris des déclarations publiques. Et on ne voit pas que les médias aient changé d'attitude. Et on peut donner d'autres exemples. Le pouvoir change et les médias restent. Je pense que c'est plus un suivi. C'est un mouvement général de l'opinion publique qui emporte les médias, qui font aussi partie de l'opinion publique, qui correspond au milieu auquel appartiennent les jeunes journalistes et correspondants, à une orientation centre-gauche, disons, ou empathie avec le tiers-monde de beaucoup de correspondants étrangers, pas tous, mais beaucoup. Donc ça glisse un peu vers un pro-palestinisme, qui n'est pas forcément radical, mais ça peut s'expliquer de cette façon-là, de façon plus simple. Très bien. Alors, quant à nous avons mené une petite enquête pour savoir si les médias invitaient plus souvent des pro-palestiniens ou des pro-israéliens. Et nous avons constaté deux choses. C'est que d'une part, les pro-palestiniens étaient plus nombreux, mais que les pro-israéliens étaient certes moins nombreux, mais parlaient plus souvent. On citera les cas bien connus de Bernard-Henri Lévy, d'Alain Finkielkraut ou d'André Glucksmann. Alors, est-ce que ça corrobore vos analyses? Est-ce que vous avez même étudié cela ou pas? Je n'ai pas étudié ça, je ne l'ai pas compté notamment. Je me suis un peu refusé à compter parce que beaucoup comptent et arrivent à des conclusions un peu opposées. D'ailleurs, j'aurais envie de vous retourner la question et dire mais comment vous avez défini vos pro-palestiniens? Et je peux dire d'ailleurs, si je parle, imaginons que je parle comme un pro-israélien radical aujourd'hui, je dirais mais Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, ils ont signé l'appel J-Call qui critique le gouvernement israélien, c'est pas des pro-israéliens, même si on doit une critique extrêmement mesurée, modérée et prudente cet appel. Donc c'est là aussi comment on définit tout ça. Je ne peux pas vous confirmer ou infirmer. Je pense néanmoins que c'est évident. Je pense que dans la masse, on invitera assez peu de gens qui sont des défenseurs, je dirais, radicaux d'Israël. On préfère inviter des gens qui sont critiques d'Israël en général. Parce qu'il y a une sorte de consensus de la communauté internationale et du droit sur la critique de l'occupation de 67 et de la nécessité de restituer les territoires occupés, qui est un consensus. Je ne sais même pas si c'est pro, il ne faut pas dire c'est pro-israélien, pro-palestinien. Ça me paraît très clair. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des intellectuels de poids qui ont adopté une posture de défense d'Israël ou de critique très mesurée d'Israël et qui sont très bien représentés dans les médias. Mais là aussi, c'est le pro-palestinien qui parle de Nicifer dans son livre, dans plusieurs de ses livres. Je parle des intellectuels bout de feu pro-israéliens. Ça dépend comment on regarde les choses. Alors, j'aurais pas envie de me prononcer, j'aurais pas envie de condamner les médias à cause de ça. Ça me paraît un tout petit peu absurde. Non, bien sûr. Alors, je vais vous poser ma dernière question parce que nous arrivons au terme de ce quart d'heure de célébrité. Et en fait, j'en avais deux. Donc, on va prendre un peu plus de temps parce que c'est quand même assez intéressant. Ma première des dernières questions est la suivante. Pourquoi est-ce que, selon vous, le conflit israélo-palestinien a pris autant d'importance dans les médias français et mondiaux? Et pour quantité de raisons qui s'empilent, on va tâcher de faire une réponse courte quand même, mais c'est une histoire très ancienne. Je peux les énumérer, les journalistes eux-mêmes les donnent pour expliquer la place qui est incontestable. Alors, pro-israélien, pro-palestinien, je ne sais pas, mais la quantité, c'est la première grande affaire internationale sur la longue durée, sans aucun doute. Peut-être pas en Asie, mais dans tout le monde occidental, dans tous les médias du monde occidental et dans les grandes agences internationales aussi. Il y a la dimension religieuse et la terre des trois religions du livre, il y a la dimension géostratégique qui est très ancienne, il y a l'aspect pétrolier de l'affaire. Il y a également l'époque de la guerre froide. C'était une des lignes de front de la guerre froide malgré tout, au terme des alliances, donc ça a beaucoup compté aussi. Récemment, certains voient une nouvelle guerre froide. Je contesterai ce point de vue, mais c'est un schème qu'on peut trouver qui consiste à dire qu'il y aurait le monde occidental contre un islam radical et Israël serait un nouveau front. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais cette vision peut contribuer à donner de l'importance au conflit israélo-palestinien. Et puis, il y a les diasporas israéliennes, enfin juives plutôt, évidemment, qui sont passionnées. Les diasporas arabo-musulmanes qui créent des publics passionnés, engagés. Il y a la dimension symbolique du conflit israélo-palestinien aussi pour toute une partie de la gauche radicale. Ça devient la nouvelle bonne cause, le nouveau Vietnam. Il nous reste un petit peuple qui lutte pour sa libération. Il y en a d'autres sur la planète d'ailleurs, mais ça devient la bonne cause, la cause dont il faut s'emparer. Et puis il y a la prophétie créatrice des médias qui disent ça intéresse tout le monde, donc il faut en parler, donc ça intéresse tout le monde. Tout ça réuni fait qu'on n'est pas débarrassé du conflit israélo-palestinien dans les médias et malheureusement pas dans la réalité non plus. C'est ça. Puis j'ajouterais même le fait qu'Israël est très ouvert aux journalistes. Alors en plus, c'est un conflit qui est très facile à couvrir. Voilà. Israël et les Israéliens et les Palestiniens ont ça en commun, qu'ils voient le correspondant étranger et ils se tournent vers lui. Enfin, les correspondants disent
il faut nous raconter, il faut raconter notre affaire, notre histoire. Pour des raisons historiques différentes, une semblable position un peu victimaire de part et d'autre, ils se tournent vers les médias tout le temps. Et c'est très facile d'enquêter. Les deux choses réunies font qu'effectivement, il y a une énorme production. Tandis que dans d'autres dictatures, enfin dans d'autres pays qui sont des dictatures, comme la Corée du Nord par exemple, l'accès des journalistes est quasiment impossible. Donc, Oui, ou plus même à cause de la distance. Le conflit en Tchétchénie était très dangereux, mais des correspondants à Moscou, aller en Tchétchénie, c'est compliqué. Aller Jérusalem, Beyrouth, même Ramallah, tout ça, c'est extrêmement facile à parcourir, enfin, quand il n'y a pas la guerre. Voilà. Alors ma dernière question concerne une affaire très précise, que vous connaissez forcément, vu votre sujet d'étude, c'est l'affaire Al-Doura. Alors, c'est une grosse polémique au niveau mondial, disons, depuis plusieurs années, de longues années. Il y a notamment Philippe Kersenty qui a pris son bâton de pèlerin et qui fait le tour du monde pour en parler. Quel est votre avis sur cette affaire, sachant qu'elle est très complexe et en même temps très simple? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les faits sont établis, et pour autant, il y a une pétition qui a été lancée contre Philippe Kersenty et qui a été signée par des centaines de journalistes contre lui. Alors, sur le site du Nouvel Observateur, pour Charles Anderlin. Très franchement, quand vous dites que les faits sont établis, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Parce qu'il y a tellement d'intérêt dans cette affaire que la personne qui va mener l'enquête impartiale, qui va retrouver les témoins, on n'a pas réussi à faire parler encore publiquement les soldats qui étaient dans la position le jour de l'affaire, la position israélienne. Ils sont des témoins capitaux. Il nous manque des pièces essentielles du puzzle. Alors il y a un travail énorme qui est mené par Philippe Kersenty et par d'autres personnes. Je ne dirais pas que c'est une polémique mondiale. Ils ont fait un travail qui a pris beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on ne s'intéresse pas du tout à l'affaire Al-Doura. Il y a eu un travail énorme de mener, et je pense que c'est une polémique qui ne peut pas aboutir. C'est d'abord ça qu'il faut dire. Personne, alors de nouveau, il n'y aura pas satisfaction. Parce que pour beaucoup de gens, c'est le symbole des mauvais médias qui en veulent à Israël, c'est une énorme manipulation. Même supposons qu'il y ait eu erreur ou manipulation, qu'est-ce que ça change fondamentalement à l'affaire? Est-ce que c'est le symbole de médias hostiles à Israël? Par rapport au flot de l'information, personne ne reviendra en arrière. Donc je pense que les gens qui s'acharnent à essayer de prouver que c'est une manipulation seront forcément déçus, et les gens qui défendent de façon radicale, quelque part rencontrent un consensus du monde journalistique. Ils n'ont pas envie, on n'a pas envie non plus de reparler de cette affaire, c'est très évident. Je ne crois pas que l'affaire aboutira, si vous voulez. Donc elle me paraît user beaucoup d'énergie, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que c'est plus sur ce terrain-là, même si j'étais du côté de la polémique, ce que je ne suis pas, c'est pas sur ce terrain-là que j'irai me battre. Mais disons justement, ils en font, Philippe Kersenty notamment, parle d'une nouvelle affaire Dreyfus. Et donc pour lui, c'est un symbole parce que, effectivement, dans le monde arabe, c'est un peu un des déclencheurs de la deuxième intifada. Et donc, on peut comprendre en plus que si France 2 a réellement commis une erreur, ça soit logique qu'ils la reconnaissent. Mais supposons que France 2 reconnaisse, supposons qu'on réussisse à prouver qu'il y a eu erreur, et supposons que France 2 le reconnaisse. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui, notamment dans le monde arabe? Rien. Rien du tout. Parce qu'on dira qu'ils ont été obligés parce qu'il y a le lobby juif. Donc on est le lobby pro-israélien. Ça va strictement rien changer aujourd'hui à la réalité du monde, à la réalité du conflit. Ça, pour moi, c'est la donnée essentielle. Et compte tenu du fait qu'on n'ait pas les moyens de mener une enquête impartiale, je pense qu'il faut clore le dossier et, quel que soit le camp d'ailleurs, passer à autre chose. Voilà. Si, ce que ça pourrait changer, c'est quand même que les journalistes, vous savez bien, ont beaucoup de mal à reconnaître leurs erreurs quand ils en commettent. Et ça serait peut-être une bonne chose, si erreur il y a eu, on puisse avancer et que au moins il y ait plus de précautions qui soient prises à l'avenir. Mais c'est un problème qui est beaucoup plus général que l'affaire Al-Doura avec le conflit israélo-palestinien, c'est qu'en effet, la presse, et notamment la presse française, a beaucoup de mal à reconnaître ses erreurs, qu'il n'y a pas un vrai comité d'éthique, qu'il n'y a pas une instance auquel s'adresser. Le CSA, au fond, ne veut pas traiter de cette affaire non plus, même si dans ses statuts, il pourrait trouver de quoi faire. Donc, en effet, de ce point de vue-là, ça serait intéressant. Mais là, on tombe sur un autre problème, l'incapacité de la presse à s'autocritiquer ou à reconnaître ses erreurs, et la solidarité de la profession, qui n'est pas une bonne chose dans ce sens-là, incontestablement. Vaste question, en effet. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de Jérôme Bourdon. À vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.